Je vous propose qu'on ouvre ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver et de passer cet après-midi avec vous pour un nouveau webinaire de notre cycle Tous Mobiles, webinaire qui s'inscrit, je vous le rappelle, dans le cadre de la démarche initiée par le Laboratoire de la mobilité inclusive et avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. 17e épisode aujourd'hui, épisode consacré au plan d'action en faveur de la mobilité solidaire. PAMS chapitre 2, où en est-on? On l'a intitulé ainsi parce qu'on avait un premier rendez-vous, qui était notre chapitre 1. On avait déjà consacré un webinaire à ce sujet il y a un peu plus d'un an, c'était fin novembre 2023. Et nous nous étions promis de faire un point d'étape sur un sujet qui est important, qui est en cours de construction, et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Est-ce que 2025 sera l'année des signatures des premiers PAMS? Quelles approches méthodologiques ont-elles été adoptées? Selon quelles étapes? Que contiennent précisément les premiers PAMS qui ont déjà été élaborés? Je vous présente le programme de nos travaux et nos intervenants pour cet après-midi. On partira dans un premier temps en direction des Hauts-de-France avec Olivier Engrand, conseiller régional délégué à la mobilité dans les territoires, président de la commission 3 transports, grandes infrastructures de transport, économie portuaire et affaires maritimes de la région Hauts-de-France. Et nous aurons également Vincent Lemaître pour le département du Pas-de-Calais, chef de projet Ma Mobilité 62, pôle solidarité, direction des politiques d'inclusion durable. Nous descendrons ensuite un peu plus dans le sud pour un focus sur la région Occitanie avec Bertrand Buineau, responsable de service SIA Intermobilité, Accessibilité, Nouvelle Mobilité, direction Mobilité, Infrastructure et Développement. Nous nous intéresserons ensuite à la démarche d'accompagnement menée par le CEREMA auprès de territoires qui souhaitent mettre en place des PAMS, avec Alexandre Fabry, directeur de projet politique territoriale au CEREMA, Catherine Charme, chef de projet politique de mobilité durable au CEREMA Sud-Ouest, et Charles-Édouard Leroy, directeur adjoint direction des territoires de la coopération et des mobilités au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Enfin, nous nous intéresserons aux stratégies d'action en matière de mobilité solidaire, autrement dit, tout ce qui se fait dans l'esprit des PAMS, avec l'intervention de Guilia Monzaga-Manqui, chef de projet à France Travail. Voilà donc un programme très chargé de notre après-midi. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions à nos intervenants via le chat qui est sur votre droite. Nous aurons plusieurs temps d'échange de questions et de réponses. Sandrine Deboras, qui est chef de projet innovation chez Transdev et qui est aussi chef de file de la démarche Tous Mobiles, se chargera de les synthétiser et de nous les partager. Enfin, sachez, comme tous nos précédents webinaires, que ce numéro est enregistré et que vous pourrez retrouver dès demain ou après-demain ce numéro en replay sur la chaîne YouTube du LMI. Voilà pour les présentations, voilà pour le programme. Commençons nos retours d'expérience avec un territoire que l'on a souvent qualifié de pionnier en matière de PAMS. Je veux parler des Hauts-de-France. Avec nous, Olivier Engrand et Vincent Lemaître. Bonjour Olivier Engrand, merci d'avoir répondu présent à nouveau, j'ai envie de dire, puisqu'on avait déjà échangé à plusieurs reprises, notamment lors de notre dernier webinaire il y a 1 an et demi. Vous nous aviez parlé de la méthode qui est la vôtre sur le territoire qui est le vôtre, une méthode très complémentaire entre État, région et département. Vous nous aviez exprimé votre souhait de lancer des PAMS en même temps que les COM sur les 10 bassins de mobilité. Voilà, notre question finalement, avant de revenir avec vous un petit peu sur la méthode et sur les étapes, ma première question, j'ai envie de dire, c'est est-ce que 2025 sera l'année de signature des premiers PAMS en Hauts-de-France? Bonjour à tous, merci de m'inviter une fois de plus dans ce webinaire avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, puisque au-delà
du partage d'expérience et aussi entendre ce qui se fait ailleurs. C'est toujours intéressant. Alors, oui, la réponse est oui, pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons fait un certain nombre de comités de pilotage qu'on a appelés finaux, qui permettaient à tous les acteurs, à tous les participants des différents ateliers, des différents COTEC et COPIL, de valider la copie quasi définitive de ce qui devait être présenté en signature. Et la région Hauts-de-France a délibéré en décembre dernier sur le premier PAMS, celui du Grand Amiénois Grand Roi, qui va être signé par les différentes instances. Vous savez qu'après, une fois qu'on a défini, qu'on a arrêté ce plan, il faut que les différentes instances le valident, les départements, les AOM concernés, la région. La région a délibéré, les différentes autres instances, départements et AOM sont en train de le faire sur le premier trimestre 2025. Donc, fin du premier 2025, les premiers PAMS seront signés de façon officielle. Mais le travail, la plus grande partie du travail sur la grande majorité des PAMS est déjà bien engagé, quasiment final, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui sur les 10 bassins, 4 ont finalisé leur PAMS. Ils vont rentrer dans la phase de validation officielle. Voilà l'engagement que l'on avait pris. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous n'avançons pas sur les COM. Comme vous l'avez dit, Francis, on marche sur deux jambes. On a toujours, et dès le départ, prévu d'avancer en même temps. Et les premiers COM, les premiers comités de pilotage finaux des COM vont être engagés là d'ici quelques semaines. Donc, si j'ai bien compris, les premiers PAMS seront donc signés 2025. Certains sont déjà écrits et validés. Ça ressemble, alors, on va avoir l'illustration vraiment très précise d'un PAMS avec tout à l'heure Vincent Lemaître, mais globalement, qu'est-ce qu'on trouve dans ces PAMS? Alors, on trouve alors déjà le premier travail, mais ça on en avait déjà parlé dans le premier webinaire qu'on avait fait ensemble. Il y avait l'intérêt déjà, la première phase qui est commune d'ailleurs au COM et au PAMS, c'était de dresser un état des lieux de la mobilité sur les bassins de mobilité et de regarder dans quelle mesure on pouvait s'inspirer déjà de ce qui existait. Et l'idée, ce qu'on a toujours prôné, c'est de ne pas essayer de réinventer quelque chose, c'était déjà de dresser un inventaire, un état des lieux qui permettait de regarder si toutes ces actions et mesures qui étaient mises en place par les différents acteurs, et croyez-moi, dans les Hauts-de-France, il y en a quand même pas mal, étaient pertinents et est-ce qu'on pouvait les intégrer dans le PAMS. C'était la base de travail pour identifier le premier point, ce qu'on appelait, nous, les enjeux, qui permettaient de définir les objectifs lors des COPIL. Alors, globalement, ça se structure de la manière suivante. Donc, il y a une définition de 4 enjeux, les défis à lever à l'échelle d'un bassin considéré en matière de mobilité. De ces 4 enjeux, on découle entre 2 et 6 fiches actions. Et sur les 4 enjeux qui structurent le plan d'action, qui peuvent être liés avec d'autres actions d'ailleurs. Et pour chaque fiche action, mais on le verra bien dans la présentation de Vincent, parce que j'ai eu l'occasion de voir sa présentation qui est très réaliste et qui reprend bien la réalité, puisqu'il s'est inspiré et il a repris ce qu'il y a dans son bassin de mobilité, qui est comment dire, le littoral nord, dans le COPIL final, où globalement tous les acteurs ont validé ce plan d'action. Et pour chaque action, on retrouve les éléments de diagnostic, donc très détaillés, une description de l'action, aussi détaillé, les échéances pour la mise en œuvre, ce qui est important, les moyens existants ou à mobiliser, et les indicateurs de suivi sur lesquels on est très attentif, ce qui nous permettra, puisque les PAM ne sont pas une finalité en soi, ce n'est pas le tout d'écrire un plan d'action pour les 5 ans à venir, faut-il encore être en mesure de l'évaluer régulièrement. Et l'idée pour chaque PAMS qui est écrit, c'est d'avoir une continuité de la gouvernance qui va permettre aussi de pouvoir, comment dirais-je, continuer ce travail de fond, mais aussi une gouvernance d'évaluation qui permettra de regarder pour chaque fiche action si elle est bien respectée, si elle a bien été mise en place, comment on peut l'évaluer. Et
grâce à ces indicateurs, de vérifier s'il y a encore une réelle pertinence, s'il y a un réel encore intérêt à la mettre en place. Et ce qu'on a rajouté dans notre plan d'action, c'est de créer pour chaque bassin de mobilité un club de la mobilité qui permettra toujours d'avoir cette dynamique de tous les acteurs sur ce bassin pour continuer à alimenter, pour continuer à enrichir notre plan d'action en matière de mobilité solidaire. Voilà, très schématiquement, mais Vincent rentrera dans les détails tout à l'heure. On va laisser effectivement Vincent nous présenter les PAMS. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'on est un peu focalisé sur la signature des PAMS, mais finalement, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que ce document est signé concrètement sur les territoires. Donc, vous nous l'avez expliqué, une gouvernance, une multi-gouvernance, et puis ces clubs de mobilité qui vont permettre de voir l'avancée des travaux. Exactement, et qui vont permettre aussi de continuer cette animation, parce qu'on s'est bien rendu compte dans les différents ateliers qui ont été montés qu'il y avait un intérêt pour tous les acteurs, pour les bénéficiaires, pour en fait, globalement, toute personne qui est directement concernée et impliquée dans la mobilité, de se rencontrer, de se croiser, d'échanger, de se faire partager les expériences, les contraintes et les avantages, tout ça, une fois de plus, pour s'alimenter, parce qu'on est parti du principe que globalement, il ne sert à rien de réinventer ce qui fonctionne peut-être très bien à l'endroit. Ce qui ne veut pas dire pour autant, et là on en est tous conscients, que ça peut fonctionner aussi sur un autre territoire. Parce que nous avons cette chance, ou cette contrainte dans les Hauts-de-France d'avoir des territoires tellement différents qu'il n'y a pas cette, automatisation d'actions qui fonctionnerait partout sur le territoire. On sait que certaines sont vraiment très ciblées et qui ne peuvent fonctionner que dans ces territoires-là. Mais malgré tout, on peut s'en inspirer. Je vais vous donner 2 exemples. Entre le bassin de mobilité de la métropole lilloise et un bassin de mobilité très, très rural comme on peut avoir sur le sud de l'Aisne, par exemple, que je connais bien. Vous imaginez bien que à la fois les intérêts, à la fois les attentes, à la fois les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Merci beaucoup, Monsieur Engrange. Une dernière petite question rapidement, même si je crois que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que le volet financier, est-ce que la question du financement est abordée dans un PAMS? Dès le départ, nous avons bien été clairs sur l'explication des COM et des PAMS. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un vecteur de financement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en chercher. Mais en tout état des lieux, l'idée n'est pas de dire voilà qui va financer quoi. Ça fait partie des fiches d'action, de pouvoir les lever, effectivement, et nous sommes grandement intéressés, et je ne vous cacherai pas que moi j'ai sollicité fortement mon vice-président en charge des mobilités, que dans le cas où il y aurait une VM régionale, comme on entend parler dans le projet de loi de finances de Barnier, c'est ce qui était prévu, on en reparle, c'est redevenu à l'actualité, qu'on puisse en flécher une partie sur notamment effectivement la LOM, puisque je rappellerai que lorsque cette loi a été promulguée, il n'y a pas eu de financement en adéquation avec l'obligation pour les régions et les départements, puisqu'ils sont co-animateurs des PAMS pour le déploiement de la LOM. Merci beaucoup d'avoir ouvert ce webinaire, Olivier Engrand, et on va, comme vous le disiez, effectivement se concentrer maintenant sur un des départements de votre région, avec vous, Vincent Lemaître. Bonjour, vous êtes chef de projet Ma Mobilité 62, département du Pas-de-Calais, pôle solidarité, direction des politiques d'inclusion durable. Et on va, avec vous, découvrir finalement un PAMS, celui qui vous concerne, celui du bassin de mobilité du littoral nord, un PAMS finalisé, pas encore validé. Je vous laisse nous présenter ce PAMS du bassin de mobilité du littoral nord. Oui, merci Francis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons zoomer un petit peu aujourd'hui et je vais vous présenter très rapidement les contours d'un des bassins de mobilité de la région de France. Pour rappel, nous avons 10 bassins de mobilité en région de France. Et là, le bassin littoral nord fait partie de… Le PAMS littoral nord fait
fait celui qui avance le plus vite. Et donc, voilà, très rapidement, je vais vous dessiner un petit peu les contours de nos travaux. Donc, sur la slide, cette slide-là, effectivement, une première cartographie pour vous montrer que ces bassins de mobilité, alors, effectivement, concernent le département du Pas-de-Calais, mais également le département du Nord, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, ainsi qu'avec la région de France. Hein. Donc, on est sur un bassin assez étendu, il représente environ un tiers du Pas-de-Calais, plusieurs EPCI, avec donc une volonté à cette grande échelle de nous coordonner, d'informer chacun de ce qu'on fait, et puis effectivement parvenir à la rédaction d'un plan d'action. Voilà, donc sur la slide suivante, celle d'avant, s'il vous plaît, oui. Simplement vous confirmez ce que disait M. Engrand au préalable. Donc une démarche commune comme PAMS au démarrage pour la phase de diagnostic et enjeu. C'était important pour nous effectivement de partir de la même base, puisque la mobilité solidaire doit s'appuyer sur le droit commun, la mobilité de droit commun et inversement. Et donc systématiquement, sur chaque bassin de mobilité, chaque PAMS, on a décidé de faire cette démarche. Vous voyez également que c'est une démarche quand même assez longue. Hein. Nous avons entamé, par exemple, sur le littoral nord, une première démarche en 2022. Plus de 2 ans après, nous allons parvenir à sa signature. Mais c'est assez long, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'effectivement, à cette échelle assez grande, il y a de très, très nombreux acteurs d'horizons variés, et il est très important de prendre le temps de pouvoir associer l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, à travers des COTEC, donc là, qui sont un peu plus restreints, mais qui réunissent les départements, la région, l'État, les AOM, les syndicats mixtes, et puis des acteurs de la mobilité solidaire clés, et puis à travers des ateliers PAMS. Alors là, c'est des ateliers qui sont très, très larges, qui permettent à chacun de venir s'exprimer, de contribuer à alimenter les enjeux, mais aussi définir très précisément les actions à y mettre. Et donc, systématiquement, il y a eu un premier COTEC, un atelier PAMS, deuxième COTEC, et enfin, un copil commun de validation politique. Donc, une première phase diagnostique commune, et puis après, chacun est parti de son côté pour définir le plan d'action, parce que là, nous avons effectivement des spécificités bien à la mobilité solidaire, et surtout sur un schéma identique, atelier, puis COTEC, puis copil. Donc, une démarche assez longue, nécessaire, et qui donc, effectivement, a abouti le 3 décembre dernier à un comité de pilotage de validation où l'ensemble des acteurs, des pilotes ont validé la démarche. Comme le disait M. Engrand, effectivement, le département du Pas-de-Calais s'est engagé à valider le PAMS. Pour notre part, ça sera le 24 février prochain. Il me semble que le département du Nord est également dans la même démarche que nous. Donc, voilà, c'est intéressant puisqu'on est également en phase sur le calendrier pour faire avancer la démarche le plus rapidement possible. Alors, concrètement, voilà, sur la slide suivante, vous montrer ce que nous avons pu réfléchir collectivement dans le cadre de cette démarche. Une démarche assez, vous allez le voir, très logique, finalement. On est parti du constat tout d'abord dans un enjeu 1 qu'il fallait davantage renseigner sur les services de mobilité, l'offre de mobilité. C'est un écosystème très très riche en région de France, et il est tellement riche que finalement il est très peu lisible. Et donc il nous a semblé important de renforcer cette lisibilité à la fois auprès des habitants, bien évidemment, les habitants les plus précaires, mais aussi l'ensemble des partenaires qui contribuent à la mobilité de chacun au quotidien. Et donc, ça passe par une première action assez centrale et que nous allons retrouver sur l'ensemble des PAMS, c'est la constitution d'un annuaire de la mobilité qui, là, va être porté par le syndicat mixte régional Hauts-de-France Mobilité. Donc là, nous sommes dans une démarche de mutualisation d'un outil numérique qui va nous permettre de recenser l'ensemble de l'offre de mobilité solidaire sur la région et en particulier sur ce bassin de mobilité.
pour nous, départements, c'est intéressant dans la mesure où, évidemment, nous n'allons pas créer un outil, il est créé, et puis, nous sommes par contre en capacité, via nos plateformes de mobilité territoriale, de faire remonter l'information assez facilement et surtout de la mettre à jour régulièrement. Donc, ça, c'est intéressant. Une autre action sur cet enjeu, c'est de permettre d'avoir une information de terrain au plus près des habitants. Et donc, pour cela, il est nécessaire de former les agents d'accueil, par exemple, dans nos différents services publics. Et puis, toute cette information que nous aurons réussi à capitaliser sera importante pour comprendre les manques et les besoins sur nos territoires. Rien n'est parfait, bien évidemment, mais il faut comprendre le pourquoi il y a tel ou tel manque sur certains territoires et agir par la suite. Donc, un premier enjeu autour de l'information en général. Deuxième enjeu, très important, c'est de pouvoir nous coordonner entre acteurs. Donc, ça part tout simplement par déjà la définition d'une gouvernance, une gouvernance qui n'existait pas vraiment auparavant. Cette gouvernance, petit à petit, à travers la constitution de ce PAMS, on l'a créée progressivement et on va la renforcer dans les mois et les années à venir. Mais elle est nécessaire. On parlait tout à l'heure de financement. Le PAMS, effectivement, nous le confirmons, n'est pas une source de financement complémentaire. Néanmoins, nous sommes dans la nécessité d'optimiser nos propres financements que nous mettons à disposition de la mobilité solidaire, respectivement, et pour être le plus efficient possible. Donc, par la suite, il est également important de coordonner les acteurs de la mobilité, toujours dans cette quête d'optimisation. Dans le Pas-de-Calais, nous disposons d'une plateforme de mobilité départementale qui agit déjà dans ce sens, mais c'est aussi l'intérêt de pouvoir nous coordonner avec les départements voisins et les acteurs agissant sur le département voisin. Voilà un petit peu les exemples que je pouvais vous donner sur cet enjeu 2. Et puis, alors je passe rapidement sur l'enjeu 3, mais je répondrai à vos questions si nécessaire. L'enjeu 3, toujours dans cette logique de mieux informer, de mieux coordonner, mais c'est aussi mieux répondre à des zones blanches, effectivement, et d'apporter une offre complémentaire. Et donc là, il faut pouvoir, encore une fois, échanger et prioriser nos modes d'intervention, et en partant également du principe que chaque collectivité, AOM, agit déjà dans ses propres politiques publiques sur le sujet de la mobilité. Donc, il n'y a pas forcément à réinventer l'eau chaude, comme nous le disons. Et puis, un dernier enjeu 4, très rapidement, un enjeu qui, là, est beaucoup plus spécifique au bassin littoral nord. Comme les autres bassins, d'autres PAMS auront leur propre spécificité territoriale, le littoral nord a une spécificité dans le sens où il inclut le Dunkerquois étant un territoire où, dans les années à venir, il est attendu de très nombreux emplois, et il y a un enjeu forcément d'agir en faveur de la mobilité des habitants pour accéder à ces emplois proposés par les nouvelles usines. Et puis, nous sommes sur un bassin qui est frontalier, donc un enjeu de mobilité et de l'accès à l'emploi transfrontalier. Et puis, enfin, terminer sur le fait que la mobilité peut être au service de l'emploi dans des filières professionnelles en tension. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, nous agissons beaucoup sur l'aide à domicile, le soutien au service d'aide à domicile. Voilà un petit peu les 4 enjeux et le plan d'action que nous avons dessiné. Et puis concrètement, voilà, vous avez à l'écran la première page du PAMS, Littoral Nord 2025-2029, qui est constituée donc d'une partie introductive, l'édito de chaque représentant, et puis donc un préambule, le rappel de la démarche, effectivement les premiers constats, les enjeux objectifs, des fiches actions très, très précises, très détaillées, avec, et ce qui est important de signaler, toujours la désignation d'un pilote et de copilote pour savoir qui mène cette action, la définition de la gouvernance et enfin le suivi et les indicateurs qui sont très importants. Enfin, et préciser également que nous avons pu aussi avancer rapidement puisque nous avons été appuyés, pour rappel, par une AMO portée par Auxilia. Ça, c'était important de le signaler aussi. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et voilà.
je vous laisse. Oui, on voit les prochaines étapes, effectivement, avec le processus de signature et la nouvelle gouvernance à installer. C'est vraiment important ce que vous nous présentez, parce que ça fait 3-4 ans, lorsqu'on commençait à travailler sur les PAMS, tout le monde se disait oui, mais c'est une page blanche qu'il faut qu'on remplisse. Et on a aujourd'hui sous les yeux, effectivement, un premier document, en tout cas le vôtre, pour le bassin de mobilité du littoral nord. J'ai encore une dernière question, mais en une seconde. Il y a un an, vous nous disiez, j'espère bien que les plateformes de mobilité auront tout leur espace dans ce PAMS. Et visiblement, d'après ce que je comprends, c'est vraiment le cas. Oui, bien sûr. Hein, je confirme à nouveau que les plateformes mobilité ont un rôle très important dans cette démarche, à la fois dans la construction du document, mais également dans la concrétisation des actions que nous y avons mis. Et elles vont jouer un rôle très important, à la fois sur de l'information, sur de la coordination d'acteurs, sur le développement de nouveaux projets et évidemment la concrétisation de l'accès aux nouveaux emplois du Dunkerquois. Oui, je confirme bien. Merci beaucoup, Vincent Lemaitre. Restez avec nous. On aura une séquence de questions-réponses après notre deuxième Zoom sur l'Occitanie que nous allons maintenant entamer avec cet autre territoire qui souhaite aboutir au lancement des premiers PAMS avant la fin de l'année. Direction donc le sud. Bonjour Bertrand Buineau. Merci d'être avec nous. Tout a commencé avec les États généraux de la mobilité solidaire en Occitanie. Je crois que vous travaillez, mais vous allez nous le dire, sur 24 PAMS qui correspondent à 24 bassins de mobilité avec une méthodologie. Et c'est ça qui est intéressant, assez différente, puisque vous commencez par les PAMS avant de travailler sur les COMS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avancez sur ce sujet? Oui, on avance de manière un peu plus, moins calée que ce que vous avez l'air de dire, parce qu'en fait, les PAMS, à la région Occitanie, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas y travailler sans associer la collectivité locale qui est la plus compétente en matière d'action sociale et solidaire, à savoir le département. Donc, automatiquement, on avance sur les PAMS à la vitesse aussi de ce que les départements acceptent de faire. Donc, il y a des départements avec lesquels on est déjà parti et on avance vite, assez bien et vite. Après, on essuie aussi un peu les plâtres. Quand d'autres départements, c'est plus compliqué d'entamer le travail de collaboration. Alors, peut-être en introduction, je vais quand même simplement dire que la région Occitanie, c'est quand même la région où il y a le moins de COMCOM à avoir pris la compétence mobilité. Ce qui veut donc dire qu'il y a très peu d'AOM, beaucoup de territoires ruraux, notamment en montagne ou en rural peu dense. Et que par conséquent, ça nous oblige, et on s'est rendu compte que les PAMS, dans les territoires ruraux peu denses, finalement, dès qu'on touchait aux enjeux de mobilité, c'était tout de suite de la mobilité solidaire. Ce qui nous a amené à travailler donc sous cet angle-là, en se disant que les PAMS allaient constituer un gros volet des futurs COM pour les territoires peu denses, c'est à peu près la moitié des départements sur la totalité. Là, vous avez le schéma qui illustre effectivement le processus. Au début, on a travaillé la méthode. Par exemple, la loi nous indique que les PAMS, la mobilité solidaire, vise l'aide à la mobilité des publics vulnérables. Donc, la première question, c'était quels sont ces publics vulnérables? On a essayé d'être assez exhaustif. Ensuite, c'était les aides, comment dirais-je, c'est les actions qui contribuent à aider à la mobilité des publics vulnérables. Donc là, ça posait la question de quels sont ces types d'aide. On a essayé d'identifier 4 grands champs de thèmes d'action. Et une fois qu'on s'est on s'est un peu calé sur la méthode, on s'est rapproché des EPCI pour tester notre approche méthodologique et technique. On a sollicité les acteurs de l'économie sociale et solidaire à partir de novembre et décembre avec le lancement des états généraux de la mobilité solidaire, voulus par la présidente, bien sûr, et très appuyé par le vice-président Jean-Luc Gibelin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, et qui donc a été une réunion, une grande réunion avec faisant intervenir à la fois les collectivités locales et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et on a démarré ensuite des ateliers en visio pour commencer à recenser tous les services existants. C'était un travail assez chronophage avec une grande difficulté sur les publics cibles.
puisqu'il y a une espèce de contradiction entre le fait de mettre en place des actions inclusives et donc pour tous, et puis de l'autre, une loi qui nous demande de travailler sur les actions propres pour aider justement les publics vulnérables. Donc là, on a fait des réunions de lancement, des ateliers participatifs, comme vous le voyez indiqué en rouge, au tout début décembre. Ensuite, on a diffusé un questionnaire pour que les acteurs et les collectivités locales puissent y répondre plus en détail. Et puis, à partir de janvier, on a commencé à faire un travail de rapprochement avec les départements, avec des ateliers également, notamment pour recenser les besoins, à la demande du vice-président. On voulait faire un bilan d'étape en avril 2025. Ça va dépendre des départements. Certains départements, ce sera le cas. Il y a des départements avec lesquels on est déjà au stade de la définition d'objectifs pour pouvoir cadrer les fiches actions. Ensuite, se rentreront dans le PAMS qui devrait se rédiger, on va dire, dans le courant de l'année 2025 pour les premiers. On espère pouvoir en faire voter fin 2025 ou tout début 2026, après un temps de consultation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque l'objectif, c'est de travailler avec les départements, plus les AOM locales et éventuellement les EPCI, et ensuite, dans un deuxième temps, le soumettre à validation des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le PAM, c'est aussi d'abord la coordination et donc les priorités fixées par les collectivités locales, à commencer par la région et le département. Et dans un deuxième temps, les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont effectivement constater comment se positionnent les pouvoirs publics locaux sur les actions d'aide à la mobilité solidaire. On peut passer à la page suivante. Merci. Tout s'est affiché en une seule fois. Bon, désolé, parce que du coup, ça rend la slide plus compliquée à lire. Vous voyez, en fait, vous commencez par la gauche, et là, vous voyez les principaux champs de compétences dictés par la LOM, la loi d'orientation des mobilités, à savoir les lignes régulières par train ou car, donc le réseau lié pour la région Occitanie, le transport scolaire, et le transport à la demande ou transport d'intérêt local, qui sont des petites lignes régulières, un dispositif régional qui finance des petites lignes régulières d'envergure intercommunale, avec une prise en charge de déficit d'exploitation de 30% par la région, 70% du déficit d'exploitation pris en charge par la région pour le PAD. Et puis, à côté de ça, on a tout le champ des nouvelles mobilités, à savoir les mobilités partagées, les mobilités actives et les mobilités solidaires. Sauf que les mobilités solidaires, en fait, quand vous prenez le covoiturage, par exemple, il peut avoir une dimension solidaire. Donc, on s'est dit qu'on allait d'abord commencer par essayer d'établir une stratégie de développement de ces nouvelles mobilités comme un bouquet de services qui vient compléter le réseau ligne. Et dans ce bouquet de services, donc vous voyez, il y a les services en amont du déplacement, le transport local, les lignes de transport local, les mobilités partagées, les mobilités actives et des services autres. Et donc, à côté, plus à droite, vous avez différents détails qui vous expliquent un peu tous les champs que ça peut couvrir. Et on voit qu'on va depuis une réservation TAD ou de covoiturage à une centrale de réservation de boxes sécurisées vélo en gare ou de réservation de places de stationnement pour les covoiturants. On a voulu étendre le champ sur de multiples services qui pouvaient potentiellement apparaître plus tard, même s'ils n'existent pas encore. Le transport à la demande dédié, le TIL, le TUS, le transport social, le service de covoiturage, d'autopartage. Et dans tous ces services, finalement, la question c'est qu'est-ce qui relève de la mobilité solidaire? Ça peut être le tarif, ça peut être, mais ça peut être d'autres formes. Donc là, vous avez la flèche sur votre gauche qui descend en fait. Et donc l'idée, c'était d'identifier la dimension solidaire par le prisme de 5 thématiques. L'accompagnement en amont du déplacement, typiquement un diagnostic personnalisé des problématiques du déplacement d'une personne, avec la recherche des solutions. Ça peut être parce que simplement, en fait, il ne sait pas utiliser le transport en commun, parce qu'il n'a jamais fait et qu'il ne sait pas le faire. Il est à l'écart du numérique aussi. Donc, c'est identifier les freins, parce qu'il peut y avoir une offre. Donc, ça peut être simplement des actions qui lèvent les freins. Ça peut être aussi une aide à l'accès à un mode de déplacement. Typiquement, ça peut être lié à la tarification. Pour une personne un public vulnérable sur le plan financier. Ça peut être aussi la création d'un service d'unité solidaire, typiquement un TUS, qui est vraiment dédié, par exemple, aux bénéficiaires du RSA.
Ça peut être aussi un transport à la demande dédié, mais ça peut être aussi un covoiturage solidaire avec, par exemple, la création d'une communauté réservée aux parents d'élèves pour pouvoir faire le transport périscolaire des enfants, par exemple, le dimanche pour aller à un match de foot, par exemple, et autres. Les services périphériques, là, on va trouver le garage solidaire et d'autres services concurrents à la démobilité, par exemple. Et puis enfin, les actions transversales qui peuvent être une création d'une structure qui va exploiter ce type de service. Et ça se fait en partenariat avec chaque département, puis les EPCI, puis les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour aboutir au plan d'action. La slide suivante. Voilà, donc là, vous avez un détail de ces 5 thématiques. Accompagnement en amont, aide à l'accès à un mode, service de mobilité solidaire, service périphérique et action transversale, avec des objets un peu distincts, par exemple la création d'outils numériques communs propres à du service de mobilité solidaire. Merci beaucoup, Bruno. Évidemment, toutes ces slides seront à disposition de tous les participants à l'issue de ce webinaire. Peut-être une question encore, Bertrand Minot, sur ce gros travail que vous êtes en train de mener. Quelle est la principale difficulté finalement que l'on rencontre lorsqu'on essaie de faire tout ce que vous êtes en train de faire autour de la construction de ces PAMS? Le principal problème pour moi, c'est un problème de collaboration, c'est-à-dire on travaille avec les acteurs économiques, sociaux et solidaires qui sont souvent issus d'un champ de compétences qui n'est pas celui de la mobilité. Parfois oui, mais souvent non. On a le même problème avec les départements, puisque aujourd'hui on travaille beaucoup avec les directions solidarité, qui sont donc dans le champ social et qui ont un autre vocabulaire, ou qui mettent d'autres choses derrière les mêmes mots que nous. Donc pour moi, c'est la principale difficulté, c'est d'arriver à se comprendre, en fait, tout simplement. On voit à quel point il faut qu'on arrive, faut être dans la bienveillance et avoir envie pour effectivement aboutir. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va passer à un temps d'échange entre les participants avec vous, Sandrine. Est-ce que il y a des questions sur ces deux premiers zooms, à la fois sur les Hauts-de-France et l'Occitanie, où on voit quand même, je me permets de le dire, mais l'avancée très concrète de ces PAMS depuis notre premier webinaire, c'était notre dernier webinaire, c'était il y a un an, on avait fait notre rapport du passage à l'échelle. On voit là vraiment que les choses deviennent très concrètes, se matérialisent et se visualisent. Est-ce qu'il y a des questions, Sandrine? Alors, on a assez peu de questions, mais en tout cas, deux questions intéressantes. La première, alors qui vient, j'imagine, de quelqu'un de Normandie, puisque la question qui est posée, c'est est-il possible de monter un PAMS en Normandie? Je pense que la question qui est derrière ça, et à laquelle vous avez commencé à répondre les uns et les autres, c'est finalement qui est à l'initiative, qui prend l'initiative de lancer une démarche PAMS. On le voit dans les interventions, hein, ça peut être à l'initiative d'une région avec les départements, vraiment avec un démarrage de PAMS tel que la LOM le propose, ou alors d'autres acteurs qui en sont à l'initiative, mais j'imagine que la question est plutôt celle-là. Et puis, une question qui arrive derrière et qui me semble assez liée, c'est finalement, est-ce que la question est la possibilité de monter un PAMS, ou bien est-ce que c'est de se conformer à l'obligation et donc à ce que nous décrit la LOM? Là aussi, je laisse les intervenants répondre, mais est-ce que la LOM oblige à mettre en place un PAMS ou suggère de mettre en place un PAMS? C'est une question sur laquelle on s'est souvent interrogé. Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour commencer. Écoutez, vous m'entendez? Oui, Olivier Engrand, à vous. Oui, en tant que délégué dans la mobilité dans les territoires et en charge de la LOM, c'est une loi et par principe, les régions doivent la déployer, c'est une obligation légale. Et nous n'avons pas l'option de dire on fait les PAMS ou les COM, c'est la loi une fois de plus, nous devons faire les deux. Ce sur quoi je voudrais insister, effectivement, c'était le but d'ailleurs de la loi, c'est qu'il n'y ait plus de zone blanche en termes de mobilité, qu'il n'y ait plus, je dirais, de territoire sans, comment dirais-je, un OM, qui permet effectivement de mettre des mobilités en place.
Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que, en tout cas, c'était un peu le sens des contrats de plan État-région qu'il y a pour toutes les régions. Donc, des accords entre l'État et les régions sur un certain nombre d'investissements dans le cadre de la mobilité. Et l'État avait laissé entendre qu'il laisserait plus ou moins de moyens financiers à disposition des régions pour ce contrat plan État-région en fonction de leur état d'avancement de la loi LOM. Donc, vous voyez, il y a globalement, et puis il faut quand même se mettre vraiment dans la tête que c'est dans l'intérêt des habitants des territoires. Et au-delà d'être une loi, c'est aussi une attente qu'il y a de nos habitants. Pour compléter les propos de M. Engrand et pour parler pour le compte des départements, on est quand même garant en tant que département de solidarité humaine et territoriale. Et quand on parle de solidarité humaine et de nos politiques publiques, on voit bien que la mobilité est quand même très présente, quelles que soient les politiques publiques que nous portons, de la petite enfance aux personnes âgées, quel que soit l'âge. On voit bien, en passant par les collèges, par l'accès aux crèches, etc., etc. Donc, on a tout intérêt à réfléchir autour de la mobilité, mais de façon constructive et à des échelles suffisamment grandes, parce que la mobilité n'a pas de frontières et du coup, il est important, voilà, de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs autour de cette démarche et on s'y retrouvera un peu plus tard dans les différentes politiques publiques. Je rappellerai que le public vulnérable qui est identifié en premier lieu pour le PAMS, c'est les demandeurs d'emploi et l'apprentissage et la formation. On sait qu'un gros pourcentage de jeunes, mais pas que, ont déjà refusé l'emploi pour des raisons de mobilité. Très bien. Merci beaucoup. Pour ce premier tour, on se retrouve tout à l'heure après notre deux séquences qui arrivent. Merci à tous, en tout cas, pour vos témoignages et vos travaux sur le terrain. Je vous propose maintenant d'ouvrir notre troisième séquence et de nous intéresser à la démarche initiée par le CEREMA avec nos trois invités, Alexandre Fabry, Catherine Charme et Charles-Édouard Leroy. Nous allons commencer avec vous, Alexandre Fabry. Bonjour, vous êtes directeur de projet politique territorial de mobilité au CEREMA, partenaire historique, on se connaît bien de la démarche Tous Mobiles, on travaille ensemble depuis son origine. Et depuis quelques mois, vous vous êtes engagé dans une démarche de soutien aux territoires qui souhaitent mettre en place un PAMS ou une stratégie locale de mobilité solidaire, soit avec des soutiens directs ou des soutiens plus périphériques, l'objectif étant évidemment de favoriser l'émergence de PAMS. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet accompagnement, Alexandre ? Bonjour à tous, oui Francis. Mais effectivement, ça tombe bien vu les questions qu'on vient d'avoir autour de obligation ou pas de mettre en place un PAMS. Oui, comme l'a dit M. Engrand, il y a bien obligation. Et nous, au CEREMA, notre idée, il y a plusieurs mois maintenant, c'était de dire, on voyait bien que ça avait du mal à sortir, on voyait bien que ça avait du mal à émerger. Et donc, on s'est dit, comment on peut nous jouer notre rôle d'accompagnement des territoires pour mettre en place des PAPS. Donc, on a lancé cette idée d'une démarche collective en recherchant quelques territoires volontaires pour venir travailler avec nous sur la question des PAMS. Avec nous, dans l'idée était de dire on peut accompagner ces territoires de deux manières. Un premier volet qui serait un accompagnement individuel pour les aider à mettre en place le diagnostic, les ateliers d'élaboration, la méthodologie, écrire ce document. Et puis un deuxième volet qui serait un espace plus collectif parce qu'il nous semble que l'échange entre les acteurs qui sont en train de réfléchir, de structurer leurs actions autour de la mobilité solidaire, c'est enrichissant pour tout le monde, c'est intéressant pour tout le monde et ça permet d'avancer. Donc ça, c'était notre idée de départ. Avec ce double objectif qui est à la fois, comme je le disais, de favoriser l'émergence des PAMS, mais aussi de capitaliser ces expériences de ces territoires pour pouvoir derrière donner les moyens aux autres qui démarreraient un peu plus tard de s'appuyer déjà sur un socle d'expérience, de retour d'expérience, de bonnes pratiques, de difficultés, d'échecs,
pour avancer un peu plus vite. Donc, c'était vraiment le sens de l'action tel qu'on l'a porté dans un premier temps. Derrière, on ne partait pas de rien non plus. Et l'idée était de se dire, nous, on a déjà réalisé des choses. Et je pensais notamment à un travail qui a déjà été présenté dans le cadre notamment des rendez-vous tous mobiles, qui est le travail qui a été mené en Pays de la Loire, à la demande du commissariat à la lutte contre la pauvreté en Pays de la Loire, et on a mené toute une démarche de diagnostic sur ce territoire. Et finalement, c'est des étapes un peu préparatoires de ce qui pourrait être un PAMS, en identifiant les 7 familles de la mobilité solidaire. 7 familles parce que c'était communicant, on aurait pu en faire plus, moins. On a essayé de regrouper pour que ça marche, mais je voyais dans le chat des gens qui disaient bah oui, les plateformes, les garages solidaires, tout ça effectivement sont ces familles d'acteurs de la mobilité solidaire, et c'est important d'avoir une vision globale de ça, d'avoir derrière la vision d'un parcours d'un bénéficiaire, comment il va passer par ces différentes étapes. Et ça a permis d'avancer en Pays de la Loire, de poser des jalons et de proposer ce qu'on appelle nous une offre socle, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que sur un territoire, quels sont les services qui nous semblent minimales pour pouvoir avancer. Et puis il y a des spécificités sur chaque territoire, et ce seraient des services complémentaires. C'est un peu l'image de la marguerite qui est à l'écran, avec au cœur des offres socles et en périphérie des offres complémentaires, qu'on a bien vu d'ailleurs avec le bassin littoral nord tout à l'heure, où il y avait des choses qui étaient dans finalement tous les territoires, et puis des choses plus spécifiques à ce territoire-là. Donc ça, c'était notre socle de départ, finalement. Et l'idée maintenant est de dire, bah voilà, on accompagne un certain nombre de territoires. Et là, dans notre démarche, on s'est rendu compte qu'il y avait les PAMS en tant que tels, et puis il y avait finalement tout ce qui est stratégie locale de mobilité solidaire. Et l'idée pour nous, c'était pas de s'attacher aux mots, mais de s'attacher à la chose. Et la chose, c'est comment sur un territoire on met en place une stratégie spécifique. Du coup, ça donne ce petit schéma un peu complexe, un peu foisonnant, qui dit qu'on a 2 territoires qu'on accompagne directement, le département du Lot-et-Garonne, et Catherine Charme tout à l'heure va vous présenter un peu la démarche, la méthodologie qui se met en place. Et puis on a aussi des territoires qui ne sont ni département ni région, mais qui veulent localement réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour organiser la mobilité solidaire sur leur territoire. Et on a comme ça une communauté de communes, qui est la communauté de communes Erdregel, qui nous a dit bah, nous, on veut bien être accompagnés par vous pour réfléchir et mettre en place une stratégie locale. Donc ça, ce sont des territoires qu'on va accompagner individuellement et aussi collectivement. Puis on a des territoires qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement spécifique, mais qui disent bah, moi, je veux bien échanger avec vous. Je veux bien continuer à élaborer, à la fois faire part de mes compétences, de ce qu'on a déjà fait, et voir ce que font les autres. C'est le cas du département de la Seine-Saint-Denis que Charles-Édouard Leroy présentera aussi tout à l'heure. Donc, ces territoires-là, ils sont englobés dans notre démarche, avec en plus ce qu'on peut faire en Pays de la Loire. En Occitanie, on a eu aussi un travail dans le cadre mandaté par le commissaire à la lutte contre la pauvreté pour travailler à la démarche de diagnostic qui se mène en étroite collaboration avec la région Occitanie. On apporte un peu notre pierre à l'édifice par ce regard-là. Et tout ça, ça a pour objectif de capitaliser de l'expérience pour diffuser derrière et à terme des documents qui vont permettre de faciliter, on l'espère, le développement de ces structures, avec en plus tout le travail que mène le LNI qui viendra enrichir cette démarche-là, un appel à projet qu'on a vu précédemment sur le transport d'utilité sociale, toutes ces dynamiques-là pour venir capitaliser un peu des bonnes pratiques et des expériences. Merci Alexandre, c'est très clair. Donc effectivement, si je reprends votre petit dessin, on a le Lot-et-Garonne donc, qui fait partie des accompagnements directs, et ensuite, par exemple, le département de la Seine-Saint-Denis avec un accompagnement plus périphérique. Et c'est les 2 interlocuteurs et c'est les 2 exemples que vous avez choisis et qu'on a choisi maintenant de mettre en avant. Donc je vous propose peut-être d'entendre
et d'accueillir Catherine Charme. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous malgré une petite grippe et une petite toux, vous nous avez dit tout à l'heure. J'espère que tout va bien se passer. On va évoquer avec vous le travail que vous menez avec le département du Lot et Garonne, un travail qui doit aller jusqu'à l'écriture des PAMS. Comment est né finalement cet accompagnement, depuis quand, et quels sont finalement les besoins et les caractéristiques de ce territoire? On a envie de savoir un petit peu tout ça. Je vous laisse nous présenter cet accompagnement. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'excuse par avance s'il y a quelques interruptions techniques. Je souhaite tout d'abord préciser que je suis présente à ce webinaire. C'est moi qui ai la parole, mais je travaille en collaboration étroite on travaille avec le conseil départemental du Lot-et-Garonne, avec Émilie Vautrin en particulier. Donc, c'est vraiment un travail partenarial. Et au niveau de la direction territoriale sud-ouest, donc je travaille avec également mon collègue Christophe Simonet et mon autre collègue Germain Dallot, que je souhaite associer à cette présentation. Donc, le partenariat entre le CEREMA et le Lot-et-Garonne existe depuis plusieurs années sur la thématique des mobilités et sur la thématique des mobilités solidaires. Et l'historique de cette démarche en Lot-et-Garonne, il est porté par les politiques départementales du Lot-et-Garonne en faveur des mobilités solidaires. Et on s'est énormément appuyé également sur une étude qui a été réalisée en 2022 sur l'ensemble du département de Lot-et-Garonne par Frégali sur un diagnostic des mobilités solidaires sur l'ensemble du département, qui avait été réalisé par les services de l'État et le conseil départemental, pour les services de l'État et le conseil départemental. Donc, si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît, merci. Donc, notre intervention, elle est bien dans le cadre d'une convention recherche et développement. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de ce dont vient de vous parler Alexandre, donc on va passer directement à la slide suivante. Je vais vous présenter donc le Lot-et-Garonne, qui est donc un département très rural de la région Nouvelle-Aquitaine, situé entre Bordeaux et Toulouse pour vous le localiser, avec, comme son nom l'indique, deux grandes vallées, celle de la Garonne et celle du Lot, et un territoire qui est marqué, sur lequel sont implantées trois villes principales, Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. Il y a 334 000 habitants sur l'ensemble de ce territoire, donc c'est une faible densité de population, avec environ une soixantaine d'habitants au kilomètre carré. Une population qui est plus âgée que la moyenne régionale et nationale, faible niveau de vie et des taux de pauvreté élevés. Donc, le département du Lot-et-Garonne est couvert par 5 bassins de mobilité et on travaille principalement avec le conseil départemental, donc avec Émilie, sur le bassin de la vallée du Lot. Ce bassin de la vallée du Lot, il est composé de 5 communautés de communes, donc que vous voyez à l'écran, et dont 4 qui ont pris la compétence AOM et une qui n'a pas pris la compétence AOM. Voilà pour le petit portrait de territoire. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la démarche que l'on a mise en place. Donc, la démarche, elle est composée de 3 phases. La première phase, elle est commencée depuis le mois de septembre de l'année dernière. Elle a consisté à cadrer un petit peu cette démarche et à cadrer nos interventions, puisque comme tout le monde le dit depuis le départ, on est dans une démarche exploratoire. Donc, on a commencé par faire du brainstorming pour savoir comment on allait structurer cette démarche, la cadrer. Donc, comment constituer les instances de gouvernance, quels étaient les objectifs qu'on souhaitait atteindre à travers cette élaboration de PAMS, quel public était ciblé. Donc, le conseil départemental a choisi donc évidemment les publics en précarité, et on a choisi aussi d'explorer les publics seniors qui sont très présents sur le territoire et qui sont confrontés également à de grandes difficultés de mobilité. Et donc, ensuite, on a travaillé sur quel bassin de mobilité on va explorer, donc ce bassin de la vallée du Lot. Et donc, le travail d'accompagnement est porté sur ce bassin-là. Et ensuite, le conseil départemental souhaite que cette méthode soit reproductive et va ensuite la mettre en place sur les 4 autres bassins de mobilité. Et en même temps, donc au fur et à mesure, on évalue un petit peu les actions, la méthodologie que l'on réalise sur le territoire, puisqu'on a déjà commencé à œuvrer, pour faire évoluer cette méthode et avoir à la fin une méthode qu'Émilie puisse reproduire, donc comme je viens de vous le dire. En deuxième phase, donc, on a d'accompagnement et de formalisation de SPAMS. Pardon.
Pardon, excusez-moi. Donc, cette deuxième phase, c'est bien est en cours par la mise à jour de ce diagnostic dont je vous ai parlé, qui a été réalisé par le cabinet Frégali en 2022, avec donc une mise à jour de ce qui existe sur les territoires, un recensement des besoins en mobilité avec des ateliers de concertation auprès des acteurs, donc des ateliers qui sont pour le moment des ateliers collectifs et on aura également des entretiens et on va mener une enquête auprès des bénéficiaires par rapport à leurs besoins et les difficultés qu'ils rencontrent. Et on va essayer d'établir avec tout cela un schéma de fonctionnement de l'écosystème local pour identifier tous les freins et tous les leviers qui existent sur ce bassin de mobilité. Et ensuite, donc, en dernière phase d'accompagnement du Lot-et-Garonne, on va essayer de mettre en place ce PAMS et de créer ce document avec donc la priorisation des actions qui vont ressortir de nos ateliers et du travaux que l'on va faire avec les membres du COTEC, avec la construction donc d'un planning et d'un calendrier de mise en œuvre de ces actions, avec donc la formalisation, la rédaction de ce PAMS et l'identification des ressources, des porteurs et des financements mobilisables à terme. Et donc, tout cela est engagé depuis, donc je vous le disais, on peut passer à la dernière slide, merci, est enclenché depuis le mois d'octobre. Et on espère donc les présentations des démarches aux acteurs, les réalisations d'ateliers au sein des bassins de mobilité sont en cours, ils ont été terminés la semaine dernière. Et donc maintenant, on va rentrer dans l'exploitation de toute cette matière qui a émergé des ateliers participatifs sur les territoires. Et on va travailler sur l'ébauche des solutions que l'on va pouvoir proposer aux territoires pour monter, comme Alexandre l'a dit, une offre socle sur ce territoire et ensuite poursuivre sur revenir vers ces acteurs pour valider ces projets de démarche et ces projets de plan d'action et pour bien ensuite écrire un plan qui soit consensuel et arriver à le faire valider par le COPIL à la fin de l'année. Voilà le planning que l'on s'est fixé avec Émilie. Et pour terminer, le mot que je porterai, c'est une information. Donc, Émilie, aujourd'hui, je pense qu'elle est parmi nous, mais elle n'a pas souhaité intervenir. Mais par contre, il est prévu dès début décembre une présentation de tout ce projet-là que je viens vous décrire. Vous aurez le concret de cette expérimentation sur le conseil départemental début décembre que l'on vous présentera à l'occasion d'un nouveau webinaire. Merci beaucoup, Catherine Charme, c'était très clair. Peut-être une dernière question, on l'avait évoqué lorsqu'on avait préparé ce webinaire. On voit là, les étapes sont chargées pour arriver jusqu'à fin décembre. Quelles sont selon vous les conditions de réussite pour arriver finalement à aboutir à cette couleur bleue à la fin octobre 2025? Je pense que c'est un des points principaux, je pense que c'est ces modalités de validation par le comité technique qui a été mis en place, le comité de pilotage. Et je pense qu'il est très important, en fait, tout au long de la démarche, de continuer à faire adhérer les acteurs du territoire à la démarche et à l'élaboration du plan. On a vu toute l'importance de cette coordination et de cette concertation la semaine dernière lors des ateliers et de l'engouement des professionnels et des associations qui œuvrent autour de l'économie sociale et solidaire et des mobilités solidaires sur les territoires pour vraiment être au service des populations. Et je pense que cette mise en commun des volontés de tous les acteurs et les validations au fur et à mesure de nos actions et notre évaluation aussi au fur et à mesure de ce que l'on fait sur le territoire, ce sera gage de succès, j'espère, à la fin de l'année. On se donne rendez-vous pour faire un point bilan à ce moment-là. Merci beaucoup pour votre intervention, Catherine Charme. Direction maintenant le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Autre témoignage, alors nous ne sommes plus dans de l'accompagnement individuel du CEREMA, même si à l'origine c'était un petit peu l'objectif, mais dans un accompagnement plus périphérique qui participe, Alexandre le disait, à une dynamique d'échange collectif. Et ce qui est intéressant avec le département de la Seine-Saint-Denis, c'est que c'est
un territoire qui construit sa propre démarche de politique de mobilité solidaire. Bonjour Charles-Édouard Leroy, merci d'être avec nous. Alors, votre objectif, vous, ce n'est pas d'écrire un document purement stratégique, un PAMS, comme on vient de le voir depuis le début de notre rencontre, mais plutôt d'essayer de construire, de bâtir, d'essayer une sorte de stratégie transversale de mobilité solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos travaux ? Oui, bonjour à toutes et à tous. À l'instar de ma collègue précédente, moi je parle aussi au nom d'une équipe. On est 5, presque 6 même, à travailler sur les mobilités solidaires pour le département de la Seine-Saint-Denis. Effectivement, nous on a élaboré plutôt une stratégie qu'un PAMS. Comment tout ça vient à l'esprit de la direction des mobilités de la Seine-Saint-Denis ? En fait, il y a plusieurs événements plus ou moins récents qui se sont qui nous ont percutés dans notre manière de travailler. Il y a eu effectivement la loi LOM, qui est un document important. Il y a eu la crise du Covid. Et sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, un développement assez important des transports, notamment des transports en commun, et la révolution des modes actifs et la numérisation des transports. Donc, tout ça est venu un peu bouleverser une direction des mobilités qui était assez classique. Et ça faisait un moment qu'on se posait la question de savoir comment raccrocher nos compétences d'experts en mobilité au cœur d'action du département, à savoir les politiques sociales. Alors, on le faisait déjà, on avait des dispositifs comme le PAM 93, comme la carte imaginaire, la carte améthyste, enfin un certain nombre de dispositifs qui relèvent de la mobilité solidaire, mais qui étaient anciens et qu'il était temps de re-questionner. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que ces dispositifs, qui étaient d'ailleurs un peu éclatés dans le département, certains pilotés par des directions sociales, certains par nous, méritaient donc d'être réinterrogés. Mais pour nous, en tant que direction des mobilités, on s'est dit on ne peut plus se contenter uniquement de suivre des projets de métro, des projets de RER, le Grand Paris Express, les pistes cyclables, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreux habitants, et particulièrement les personnes vulnérables et les publics des politiques départementales qui ont des difficultés dans leur mobilité. Donc voilà, mais tout ça, il fallait l'objectiver, et ça, c'est typiquement ce que nous, on sait faire en tant que direction des mobilités, c'est-à-dire c'est produire des études de la connaissance, de la donnée, de la cartographie, et pouvoir étudier la mobilité de certains publics. Donc ça, c'est la compétence qu'on souhaitait croiser avec la connaissance de ces publics vulnérables qu'ont nos collègues des directions sociales. Et on s'est dit, voilà, si nous, on leur apporte cette expertise-là, on va pouvoir faire évoluer, enfin en tout cas évaluer les dispositifs pour voir s'ils répondent toujours aux objectifs initiaux et éventuellement proposer des évolutions à l'aune d'un contexte qui a été complètement bouleversé. Donc voilà, donc vraiment pour nous, les deux jambes d'une direction des mobilités dans un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est, on va dire, la partie classique des transports et la partie mobilité solidaire. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens, il n'y a pas que des sujets d'infrastructure dans le département de la Seine-Saint-Denis, il y a des QPV qui sont très bien desservis par des modes lourds, et pourtant, on sait que les gens qui y habitent se déplacent beaucoup moins que les habitants d'autres quartiers. Donc, c'est vraiment ça qu'on a souhaité travailler. Effectivement, on n'est pas rentré dans une organisation de PAM, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de comités de pilotage, on n'est pas dans la rédaction d'un document stratégique avec des tas de fiches actions. Mais je dirais qu'on est rentré directement dans le vif du sujet en lançant plusieurs études. Alors, dans la slide que vous voyez, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. La DTCM, c'est donc la direction que je co-dirige, la direction des territoires de la coopération et des mobilités, qui anime cette stratégie en lien avec des partenaires externes. Vous les voyez, des communes, des EPT, France Travail, etc. Tout ça, vous connaissez. Et nos partenaires internes, qui sont quand même assez nombreux. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est 8000 agents, c'est une trentaine de directions. C'est un budget de 2,5 milliards, donc c'est beaucoup d'acteurs. Et c'est aussi beaucoup de connaissances et beaucoup de données. Donc ça, c'est un peu le premier point.
un des principes aussi qu'on a, c'est évidemment qui, je dirais, précède toute la démarche, c'est vraiment, ça c'est dans l'ADN de ma direction depuis très longtemps, c'est allier une démarche environnementale et écologique avec la question de la mobilité. Donc ça, c'est très important. Et donc, du coup, si je veux synthétiser en gros notre démarche, mais je vais y revenir un peu après dans les slides suivantes, produire de la connaissance, faire du réseau, et pour produire de la politique publique. Donc voilà, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc nous, la démarche qu'on a et qu'on a déjà démarrée depuis 3 ans à peu près, cette démarche de mobilité solidaire, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire cette phase de diagnostic où on mène des études. Donc j'y reviendrai après sur les slides suivantes. On en a mené plusieurs et on est en train d'en mener d'autres. Donc, certaines sur des temps assez courts, sur quelques mois, et puis d'autres qui vont être des études beaucoup plus robustes, beaucoup plus denses, beaucoup plus fournies, avec une partie recueil de données et un travail quand même en partenariat, puisqu'on peut travailler avec Île-de-France Mobilité pour récupérer de la donnée, on peut travailler avec France Travail, on peut travailler avec tout un tas d'acteurs qui vont disposer de bases de données que nous, on va pouvoir retravailler. Mais cette donnée, on est aussi capable de la produire nous-mêmes, puisqu'on a plusieurs outils dans la direction et au département qui nous aident à mener des études justement un peu solides. On a une direction qui est composée de sociologues et de professionnels des statistiques, donc qui nous aident vraiment à compléter, je dirais, nos études que nous, on maîtrise du point de vue mobilité, mais en termes de méthodologie et en termes de contact des publics. On a un atelier géomatique donc, qui nous aide à faire des cartes et à traiter beaucoup de données. Donc voilà, et on a accès effectivement à beaucoup de bases de données, dont celle d'Île-de-France Mobilité, qui sont très précieuses. Mais on est aussi capable de créer de la donnée avec un partenariat, notamment avec l'IPR, l'Institut Paris-Région, dont je reparlerai rapidement un petit peu plus tard. Donc toute cette production de données, de cartographie, et les conclusions qu'on va tirer de ces études qu'on va mener sur tel ou tel public va nous permettre de commencer après à travailler classiquement une évaluation des politiques existantes et des préconisations. Ça peut être supprimer une aide, ça peut être en créer une nouvelle, ça peut être la faire évoluer. Alors, bien sûr, à un moment ou à un autre, on va quand même formaliser un document stratégique. Voilà, c'est le dernier point de cette slide, merci. Voilà, mais en gros, pour nous, c'est vraiment pas l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est vraiment les travaux qu'on a mis en œuvre et qu'on travaille actuellement. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on concentre le plus nos efforts. C'est vrai qu'on n'a pas rédigé vraiment de fiches actions. Enfin, on a des documents internes qu'on travaille entre nous, mais qui n'ont pas spécialement vocation à être diffusés, encore qu'on pourrait tout à fait le faire, mais voilà. Ce n'est pas la démarche classique du PAMS. Donc, sur la slide suivante, je vous donne, je vais vous donner plusieurs exemples de travaux qui sont réalisés ou en cours de réalisation et qui sont assez différents les uns des autres, mais qui participent de la même philosophie et de la même stratégie de mobilité solidaire. Donc là, ce qu'on a appelé enquête mobilité solidaire, en fait, c'est une enquête qu'on a menée auprès des publics qui fréquentent les circonscriptions d'action sociale. Donc en gros, c'est des CCAS, mais à l'échelle départementale. Voilà, donc c'est un public qui est relativement hétéroclite parce que il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des personnes en emploi, il y a des personnes qui sont chercheuses d'emploi. Voilà. Mais le point commun, c'est la vulnérabilité de ces publics. Donc ça, c'est une étude qu'on a menée strictement en interne sur une période assez courte. En fait, on a la chance de disposer d'un autre outil qui est une plateforme d'appel téléphonique. Donc c'est des agents du conseil départemental à qui on donne des bases de données d'usagers des différents services départementaux et qui vont les appeler et faire des enquêtes téléphoniques. Donc, nous, on a construit un questionnaire avec un sociologue qui nous a aidé à faire quelque chose qui soit exploitable, parce que rédiger des questionnaires pour les publics, ce n'est pas tellement le métier que nous, on maîtrise dans cette direction. Donc, on a fait ça ensemble.
Donc, il y a eu, vous pouvez le voir, à peu près 2000 contacts. Donc, on est quand même sur un échantillon qui est quand même assez intéressant. Environ 1000 conversations téléphoniques et 530 réponses vraiment exploitables. Donc là, on a mis sur le côté un des nombreux exemples et résultats de cette étude qui était l'analyse des motifs de déplacement. Donc, on ne voit pas bien parce que la slide c'est un peu trop petit, mais on voit que c'est course, santé, voilà, le travail qui arrive en 4e position. Voilà. Désolé, les doigts qui permet, il va falloir conclure bientôt. Ouais, alors on va passer à la slide suivante. Ouais. Une autre étude qu'on a menée alors, sur une durée plus longue, l'étude sur la mobilité des collégiens et des collégiennes. On avait un dispositif, la carte imaginaire. On s'interrogeait depuis longtemps sur la pertinence de ce dispositif. On avait constaté qu'il y avait un taux de non-recours assez important. Donc, on a étudié la mobilité des collégiens et des collégiennes pendant 2 ans, en récupérant des données auprès d'Île-de-France Mobilité, en créant nous-mêmes de la donnée, en faisant des questionnaires via l'espace numérique de travail, en faisant des entretiens plus qualitatifs avec des parents et avec des élèves. Donc, on a fait vraiment une étude, alors pour le coup, qui aura en tout duré 2 ans et demi. Et il y a un certain nombre de données qui sont ressorties de cette étude qui étaient complètement contre-intuitives par rapport à ce que nous, on pensait, et du coup, qui nous amènent à revoir entièrement nos politiques d'aide à la mobilité des collégiens et des collégiennes. Et du coup, en fait, il s'avère en gros que la carte imaginaire n'est pas forcément le dispositif le plus pertinent et qu'il y a d'autres aides qu'on est en train de travailler, qu'on va mettre en œuvre. Voilà. L'étude sur les jeunes en insertion. Sur les différentes études, pardon. Je le dis pour les participants, on retrouvera toutes vos slides, on partagera ces supports parce qu'il faut vraiment qu'on conclue cette intervention. Ouais, alors en 1 minute, la dernière, c'est une étude sur les jeunes en insertion qu'on est en train de mettre en place avec l'Institut Paris Région. Et là, c'est encore une nouvelle méthodologie. On va donner des balises GPS à des jeunes en insertion suivis par des missions locales pour étudier donc leurs traces GPS, leurs déplacements. Ce sera complété par des questionnaires, évidemment, parce que des traces GPS sans éléments narratifs, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Et l'idée aussi, c'est d'apporter cette connaissance sur les déplacements de ces jeunes, sur les freins qu'ils rencontrent dans leurs déplacements, pour pouvoir faire évoluer les aides qui sont pilotées par la direction de l'insertion chez nous en faveur de la mobilité des jeunes en insertion. Donc là, c'est une nouvelle méthodologie. Voilà, donc c'est pour montrer un peu 3 exemples très différents d'études qu'on peut mener et qui aboutissent après à des politiques publiques. Voilà, désolé, j'étais un petit peu long. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation de tout votre travail, et on clôt ainsi ce zoom sur la démarche du CEREMA. Alexandre, vous êtes toujours avec nous. J'imagine que cet accompagnement va faire l'objet d'un travail final, d'un outil. Exactement. L'idée, c'est bien de capitaliser sur tout ça, de permettre de partager les éléments de méthodologie, les points d'attention, de vigilance, la bonne pratique, les questions de gouvernance dont on a vu qu'elles sont essentielles et centrales. Et donc, Catherine Charme vous a déjà dit qu'effectivement, nous, notre objectif, on a un point d'arrivée pour commencer à diffuser un peu un retour de tout ça. C'est un webinaire qui se tiendra le 4 décembre à 14h. Vous pouvez déjà noter ça sur vos agendas. Le LMI sera bien évidemment présent, associé, parce qu'on travaille de pair sur cette question-là. Et donc, ça nous permettra de faire un premier retour et d'avoir des éléments de restitution et de diffusion autour du travail mené. Merci beaucoup, Alexandre. Et effectivement, on partagera ce rendez-vous qui est une de nos prochaines étapes sur l'avancée de ce travail. Sandrine, alors ce n'était pas prévu d'avoir d'échanges avec les intervenants maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelques questions qui étaient posées aux intervenants du CEREMA. Peut-être que ce serait pas mal qu'on puisse faire un point avant de laisser la parole ensuite à France Travail. Oui, alors on a toujours le même type de questions
sur qui est à l'initiative des démarches qui sont lancées et quid du rôle de la région. On y a déjà un petit peu commencé à y répondre dans les premières interventions. Finalement, la LOM flèche effectivement la région comme chef de file pour lancer ces actions sur l'élaboration des PAMS en associant les départements. Donc voilà, cette question d'initiative, peut-être à nos deux intervenants, étant donné qu'on est plutôt sur des initiatives qui sont portées à l'échelle de départements et qui associent, on l'a entendu, beaucoup d'acteurs locaux territoriaux. Quel est le rôle de la région et est-ce que la région est associée dans vos démarches? Et il y a une autre question qui concerne les contrats locaux sur l'emploi, mais sur laquelle je pense on va avoir quelques éléments de réponse dans la dernière intervention de ce webinaire. Oui, moi je vais répondre. Je vais peut-être donner un élément de réponse par rapport au Lot-et-Garonne, puisqu'effectivement, nous, on travaille en partenariat avec le conseil départemental dans le cadre d'une convention qui a été signée entre les deux parties. Mais la région fait bien partie du développement de l'élaboration des PAMS en Lot-et-Garonne. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, la région a rédigé un courrier, l'a transmis aux conseils départementaux en leur indiquant s'ils souhaitaient s'investir et démarrer l'élaboration des PAMS sur leur territoire, ils avaient tout feu vert de la région et qu'ils seraient accompagnés. Donc, on est au niveau du comité technique et du comité de pilotage, la région est présente et on prend le temps d'échanger avec eux sur le document et sur l'élaboration du PAMS en cours. Voilà. Pour la Seine-Saint-Denis, nous, on n'a pas eu d'échange avec la région, mais on a eu 2 rencontres avec Île-de-France Mobilité. Mais depuis, on n'en a plus trop entendu parler. Je pense qu'ils sont assez contents qu'on se soit emparé du sujet, mais on avait commencé avant qu'ils nous contactent. Et par ailleurs, nous, on les sollicite, je parle de Île-de-France Mobilité, par exemple, pour avoir, on a un autre sujet d'étude qui est le non-recours, qui est un vrai sujet sur le pass solidarité transport, donc le pass Navigo gratuit pour les allocataires du RSA et leurs ayants droit. Et ça, c'est des données qu'on doit récupérer auprès d'Île-de-France Mobilité, mais je dirais que c'est très pratico-pratique. D'un point de vue stratégique, on n'a pas, on roule tout seul et si la région, avec sa compétence transport, veut venir travailler avec nous, évidemment, elle est la bienvenue. Mais à ce stade, il n'y a pas de partenariat ou de collaboration spécifique sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous les trois pour votre intervention lors de notre webinaire de cet après-midi. À l'image de ce que fait donc le département de Seine-Saint-Denis, comme on vient de le voir, d'autres départements travaillent aussi, et on peut reprendre l'expression qui avait été utilisée dans notre publication 2023 sur le passage à l'échelle, travaillent sur des interprétations des PAMS. Dans l'esprit des PAMS, c'est le titre de notre dernière et 4e séquence de notre webinaire. Comment co-construire des stratégies d'action en matière de mobilité solidaire? Illustration avec France Travail. Bonjour, Guilia Monzaga-Manki. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet chez France Travail et nous allons voir comment votre structure, France Travail, porte le sujet de la mobilité solidaire comme priorité dans le cadre de la mise en place des gouvernances locales du réseau pour l'emploi. Non seulement comment vous accompagnez ce sujet de mobilité afin qu'il soit pris en compte dans vos propres réseaux, mais aussi comment finalement vous faites le pont entre ce que pose la loi plein emploi et ce que pose le cadre de la LOM. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Je vous laisse la parole. Ah, je crois qu'on a un petit problème de son. Lilia, allez-y. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. C'est bon. Effectivement, les éléments qu'on a posés ici, les différentes illustrations dans les différents territoires, montrent que finalement, ce sujet mobilité, c'est vraiment un sujet qui est porté par une multitude d'acteurs sur les territoires, dont France Travail fait partie. Si on peut juste passer la slide, s'il vous plaît. Effectivement, on peut se dire parfois quel peut être le rôle d'un opérateur national, d'un acteur comme France Travail sur ce sujet de la mobilité solidaire.
puisque finalement, ce n'est pas forcément un sujet qui est le cœur de métier de France Travail. Pour autant, on a aujourd'hui de nombreux publics qui sont touchés et concernés par ces problématiques. Donc, vous voyez à l'écran quelques chiffres qui illustrent de manière assez concrète, finalement, dans quelle mesure cette problématique mobilité revient de manière assez régulière à travers le réseau de conseillers. On a encore un demandeur sur 3 aujourd'hui qui renonce à un emploi faute de solution de mobilité, un jeune sur 5 qui renonce également à un emploi faute de solution de mobilité, et parmi les demandeurs d'emploi qui sont également bénéficiaires du RSA, on a aussi cette problématique de mobilité qui ressort finalement et qui fait partie du top 3, on va dire, des différentes contraintes qui sont soulevées, comme voilà, la garde d'enfants, la santé, etc. La mobilité au quotidien reste un sujet et reste un vrai sujet qu'on souhaite traiter dans le cadre de ce qu'on peut mettre en place sur les territoires. Donc effectivement, l'enjeu pour nous et tout le challenge finalement, c'est de pouvoir faire le pont entre les ambitions aujourd'hui qui sont posées par la loi plein emploi et qui fixent clairement pour, on va dire, les acteurs, les membres du réseau pour l'emploi, la mise en œuvre d'une offre de service. Ça peut passer par des solutions, ça peut passer par de l'accompagnement, quelle que soit la forme finalement, comment ces acteurs-là du réseau pour l'emploi construisent ou co-construisent des solutions pour lever, on va dire, ces freins à l'emploi, et d'un autre côté, les grands objectifs de la LOM qui définissent aussi et qui viennent identifier aussi ces acteurs pour l'emploi qui sont implantés sur le territoire comme des acteurs importants et majeurs aux côtés, bien évidemment, des partenaires et des professionnels de la mobilité. Comment tout finalement ce maillage territorial s'allie pour pouvoir apporter des solutions. Le sujet de la mobilité est également un sujet qui a été identifié comme un axe de coopération majeur entre l'État, les conseils régionaux et France Travail, à travers différents échanges qu'il y a pu avoir dans différentes instances et dans différentes gouvernances. Et finalement, cet objet de travail-là, on se dit qu'avec la mise en place des différents comités locaux pour l'emploi, donc ces différentes gouvernances pour l'emploi qui s'installent à l'échelle régionale et aussi à l'échelle plus locale, ça peut être l'occasion de poser finalement cet objet de travail commun, entre guillemets, qu'est la mobilité solidaire, comme cadre d'échange, de diagnostic, de coopération et de recherche de solutions qui seraient coportées par ces différents acteurs. Donc aujourd'hui, on travaille autour de différents groupes de travail, autour de différentes initiatives qui sont organisées sur le terrain pour essayer d'identifier là où sont les besoins, là où se trouvent les solutions, qu'elles soient financières, matérielles ou d'accompagnement, peu importe, de voir comment finalement on peut mettre en miroir ces solutions avec les besoins que l'on rencontre, et dans l'hypothèse par exemple où ces solutions n'existeraient pas, parce qu'on a aussi des solutions qui malheureusement ne sont pas présentes sur des territoires qui aujourd'hui ont des besoins qui sont très importants. Comment on peut travailler ensemble à travers ces gouvernances-là pour essayer finalement de développer ces solutions, d'en ajuster et de trouver d'autres chemins pour pouvoir apporter des réponses à nos publics et finalement remplir la mission pour laquelle on est là, finalement, c'est d'accompagner le public, la personne vers l'emploi et l'accompagner dans son retour à l'emploi de manière pérenne et stable. J'ai essayé de faire vite, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Francis, parce que je vois l'heure qui tourne. C'est parfait, Gulia. C'est parfait. Est-ce que Sandrine est avec nous? Est-ce que tu as terminé, Gulia, ta présentation? Est-ce que tu as pu dire tout ce que tu souhaitais dire? Écoute, oui, moi j'ai pas d'autres éléments. S'il y a des questions, je suis bien évidemment preneuse des questions, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur le territoire pour construire des solutions ensemble qui répondent aux besoins du territoire. Pas forcément, mais surtout à des besoins territoriaux qui, indirectement, de toute façon, viendront répondre aux problématiques que l'on rencontre lorsqu'on accompagne nos publics. Moi, j'avais une question avant peut-être Sandrine et des questions de nos intervenants, de nos participants.
Est-ce que lorsque vous devez finalement répéter dans vos propres réseaux que la question de la mobilité est un de vos axes prioritaires, en interne, comment ce sujet est perçu? Comment le sujet de la mobilité est porté Oui, en interne? Comment, lorsque vous portez ce sujet-là, comment il est reçu? Tout un réseau d'agences, de conseillers, en tout cas, qui connaissent très bien les solutions locales. En tout cas, ils ont l'habitude finalement de travailler en bonne intelligence avec les acteurs de la mobilité qui sont connus sur le territoire. Donc, quand on est dans cette configuration-là, finalement, ce que l'on peut ériger comme une doctrine, finalement, elle a déjà une réalité qui est opérationnelle et sur le territoire. Et parfois, on peut être aussi être confronté à des territoires où effectivement il y a des besoins, mais il n'y a pas forcément de solution, où ces solutions sont peu connues. Donc si elles sont peu connues, forcément, elles ne sont pas forcément mobilisées. Et l'idée, finalement, c'est de pouvoir outiller et appuyer de la manière la plus efficace possible cette connaissance et cette pour que finalement elle puisse répondre à un besoin qui aujourd'hui reste auquel on n'apporte pas de réponse. C'est pas toujours simple parce qu'effectivement on l'a dit un petit peu tout à l'heure, ces solutions-là elles sont pas forcément dépendantes de nous. Il y a des logiques de financement derrière, de modèles économiques, d'orientation, etc. qui ne sont pas toujours à notre main. Pour autant, notre objectif aujourd'hui c'est bien celui-là, c'est de porter à la connaissance de notre réseau ce qui existe, de pouvoir favoriser une bonne mobilisation de ces solutions-là quand elles existent, et quand elles n'existent pas, voir comment on peut s'appuyer sur le territoire pour essayer de les développer ou les construire. Merci beaucoup. Sandrine, est-ce qu'il y a des questions par rapport à France Travail, ou est-ce que finalement on a déjà eu les réponses dans l'intervention? Non, il n'y a pas nécessairement de questions sur cette intervention-là. Peut-être juste pour reboucler par rapport à la question qui était posée avant l'intervention. Je pense qu'on a une partie de la réponse, mais est-ce qu'un PAMS peut être un outil au service de ces comités territoriaux pour l'emploi, pour aller trouver de l'information, trouver des partenaires? J'imagine que oui, mais je te laisse répondre, Guilia. Oui, tout à fait. Effectivement, que ce soit des enjeux et des objectifs qui sont posés dans le cadre des PAMS, on a vu notamment sur la présentation de, je crois que c'était Vincent Lemaître ou Monsieur Engrand tout à l'heure, des différents objets de travail où effectivement France Travail est attendu comme contributeur pour atteindre ses objectifs et parfois même comme pilote de certaines actions, de certains objectifs qui sont énoncés dans le cadre de ces PAMS. Et effectivement, ça peut vraiment être un support qui peut être porteur, aussi bien les PAMS que d'autres initiatives qui ne sont pas forcément des PAMS, mais qui existent sur des territoires dans lesquels France Travail peut aussi être associé, contribuer au titre du diagnostic, au titre de recherche de solutions. Voilà, il y a différents cadres, effectivement, mais c'est effectivement toujours lié au territoire, et c'est ça qui est intéressant, finalement, de voir que c'est du territoire que l'on part pour trouver ces solutions. Merci beaucoup, Guilia. Merci, Sandrine. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous, de ce webinaire. Vous avez été particulièrement nombreux à nous suivre. Notre mission aujourd'hui, c'était vraiment de faire un point d'étape de ce qui se passe sur les PAMS dans les territoires. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses et surtout mesuré effectivement que pas à pas, les choses avancent. Merci en tout cas à toutes et tous pour vos interventions. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de cet après-midi. Nous vous ferons évidemment parvenir les liens ressources qui ont été échangés ici ou là. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible ce webinaire aujourd'hui. Et puis, dernier mot, vous annoncer qu'on va se retrouver tout au long de l'année 2025. Notre cycle de webinaires se poursuit avec 3 nouveaux épisodes, épisodes 18, 19, 20. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 20 mai prochain pour un épisode sur les pactes locaux de solidarité que nous sommes avec Sandrine et toute l'équipe en train de construire, notamment en lien avec la DIPLP. Nous vous donnerons la parole lors de notre épisode 19, si vous avez l'habitude de nous suivre.
On a toujours des programmes qui sont très construits avec des intervenants. On va essayer là de faire des appels à manifestation pour savoir ce que les gens qui nous suivent ont envie de partager. Et puis un dernier épisode, le 20e, sera consacré à un sujet important aussi qui est celui de la santé, mobilité solidaire et santé. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci.